Un autre épisode de Mémoire digitale. Encore une fois, je suis choyé de pouvoir parler avec des gens qui adorent l'innovation, qui tripent l'innovation, autant que moi, ma foi. À chaque fois, j'ai des rencontres qui me stimulent, qui me passionnent, qui me poussent toujours à aller un peu plus loin. Puis c'est ça qui est le fun de cette émission-là. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi à l'écouter, que moi je l'ai à l'animer. Aujourd'hui, mon invité, un parcours quand même assez particulier par sa présence dans l'innovation, mais c'est étroitement relié au relationnel, à l'événementiel, parce qu'il a toujours œuvré de près ou de loin à ça. Il a été dans C2 Montréal, il a fondé Ulism, il est cofondateur de Entertainment AI à Montréal. Stéphane Martel, bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi, PS, mon cher? Ça va à merveille. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir parler d'innovation, parler de la place que l'innovation a dans ta vie. Ça remonte à quand, cette fibre-là innovante qui t'habite? Ben écoute, je pense que c'est pas un parcours qu'on choisit à un moment donné, je vais me lancer en innovation. Parce qu'il y a peut-être du monde qui savent ça en jeune âge, mais je pense que j'ai un parcours qui est où j'ai toujours un peu cherché à pas faire la même chose que ce que tout le monde faisait essentiellement, que ce soit dans le parcours académique ou à d'autres étapes. Donc, je pense que ça fait partie un peu de l'ADN du personnage, de la personne, de vouloir essayer de faire les choses différemment, briser un peu les règles dans la façon de réunir les êtres humains entre eux, dans la façon de faire des projets, faire des initiatives, puis même de m'investir des fois dans des projets ou dans des secteurs qui peuvent paraître traditionnels, puis d'essayer d'amener ça, Ailleurs un peu. d'amener ailleurs. Exactement. Mais tu me parles d'ADN, c'est drôle parce qu'on a reçu Diego Mantavoni, qui est un professeur de recherche à l'Université Laval. Puis j'avais abordé la question avec lui, puis tu sais, j'ai demandé, est-ce qu'on peut penser même que l'innovation est un peu un brin génétique? Tu sais? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se recoupent entre tous les invités qu'on a eu la chance avec qui parler. Puis ce désir-là d'agir différemment, de réfléchir différemment, de voir les choses autrement, d'essayer de trouver des solutions à des choses qui existent des fois pas, c'est commun à tout le monde qui a mis l'innovation au cœur de sa vie. Ça a commencé à quel âge, toi, ce désir-là de faire différemment des autres? Ben, écoute, si tu demandais ça à ma mère, je pense qu'elle te dirait Trop tôt. Elle dirait trop trop tôt tôt. pour elle, c'est ça. Mais en fait, c'est drôle, je pensais à une chanson d'Arcade Fire qui s'appelle The Suburbs. Et tu sais, moi, je suis un gars qui vient de la banlieue de Montréal, ce qui est le plus traditionnel, etc. Puis je pense qu'à quelque part, un peu cette posture-là d'avoir tu sais, des fois, les innovateurs vont dire qu'ils ont grandi, leur mère était artiste, puis leur père était un aventurier Ingénieur, puis... ou un ingénieur qui faisait des prototypes pour Bombardier, etc. Moi, je viens d'une famille où j'ai un père qui était finalement cadre dans la fonction publique, une mère qui était dans le système d'éducation comme secrétaire. J'ai un milieu assez traditionnel ou même d'un milieu géographique relativement traditionnel aussi. Fait que je pense qu'à quelque part, c'était comme un goût dès mon jeune âge de vouloir essayer de m'affranchir, si je peux dire, OK. et d'essayer d'expérimenter des choses différentes. Puis tu sais, ça se reflète aujourd'hui dans toute ma vie. Je suis un grand amateur de musique. Ben tu sais, pour moi, l'innovation ou la découverte musicale, ben justement, ça passe par l'expérimentation, par aller voir des choses qu'on ne connaît pas. Donc moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai tout le temps eu cette curiosité-là d'aller voir justement peut-être tu sais, quand je me déplace en transport, en général, si je peux ne pas prendre l'autoroute puis prendre le Le petit chemin de chemin. campagne Le pour chemin du roi. ben c'est ça. Donc je pense que il y a pas un moment, enfin il y a peut-être un moment professionnel où là j'ai senti, puis là on est en 2009-2010, je travaillais en consultation en stratégie en innovation pour une firme qui a fini par être achetée par mes bons amis chez PricewaterhouseCoopers. Mhm. Euh, et je pense que là, moi, j'ai terminé un cycle de 10 ans où je touchais un peu à l'innovation, si je peux dire, dans la grande entreprise. Là, on travaillait pour Desjardins, Hydro-Québec, le ministère du Revenu, TELUS, IBM, Bell, c'est vraiment de la grosse Du entreprise. 3, là. Oui, puis là, un moment après 10-12 ans là-dedans, je me suis comme dit, ben, j'ai le goût de me rapprocher d'un milieu où l'innovation n'est pas juste un département de 10-15 personnes au sein d'une armée de 40 000 personnes, mais où l'innovation, c'est le core business. L'innovation, la créativité, l'entrepreneurship. Donc moi, j'ai peut-être eu un moment, là, je dirais, une crise de quarantaine avant la quarantaine où je me suis dit, je pense que mon X, mon ADN,
et vraiment d'être encore plus près de ça, puis de projets et d'entreprises qui incarnent ça. Est-ce que tu penses qu'il y en a suffisamment de ces entreprises-là au Québec? Est-ce que, par rapport aux grosses entreprises, tu l'as dit, dans certaines entreprises, l'innovation est un département. Donc, il y a 4, 5, 6, 7 personnes qui sont dédiées au R&D, puis fait de la recherche, puis OK, on va aller chercher des crédits d'impôt, mais qui ont à cœur dans leur valeur l'innovation. Est-ce que tu penses qu'il y a pas assez d'entreprises comme ça au Québec? Bien, je pense que c'est une très bonne question, puis je pense qu'il y a une grande différence entre les entreprises qui vont mettre ça justement dans leur valeur sur leur site web versus les entreprises qui le font vraiment. Je pense que si on se dit les vraies choses, je suis les travaux d'un groupe HEC qui s'appelle Mosaïque, qui est le management de l'innovation dans la société de la création, de la créativité. Je pense que tous les indicateurs, puis si on parle à l'innovateur en chef du Québec ou scientifique en chef, tous les indicateurs nous démontrent qu'au Québec, on n'a pas un pattern d'investissement en recherche et développement suffisant pour accélérer notre innovation. Je pense qu'il nous reste des grands défis encore ici au Québec là-dessus, clairement. Maintenant, on est aussi un terreau fertile, incroyable dans les industries créatives de calibre mondial, de calibre international. J'ai eu la chance il y a 3 ans, on a juste avant la pandémie, en fait, ça fait pas 3 ans, en décembre 2020, on a travaillé avec Expert Québec pour un projet de vitrine de l'excellence québécoise en créativité numérique à Tokyo. On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais pour là, on est à Tokyo. C'est incroyable. On est au cœur là, de Panasonic, Toshiba, tous les grands groupes là, japonais qu'on connaît. Et des fois, il faut comme s'expatrier à l'ailleurs pour voir le regard de l'autre. Puis eux, vraiment, ils estiment en très, très, très haute, je dirais à très haut niveau, la qualité de la créativité qu'on a ici au niveau des industries créatives. Puis je dirais un peu la compétence, un peu de raconteur, narrateur, le storytelling québécois. Je pense que c'est dans notre ADN depuis longtemps de raconter comme Québécois notre histoire, notre origine, notre unicité, différence. Je veux pas faire une histoire du Québec et de pourquoi on est innovateur, mais je pense que ça, quand je compare aux grandes entreprises au Japon, même en Chine, à Shanghai, on a vécu la même chose. Les infrastructures technologiques sont là et la compétence créative du Québec, elle est très, 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 très en demande. Et c'est très complémentaire. Est-ce que tu penses que c'est étroitement relié au manque d'investissement, au manque de financement que le Québec a pour pouvoir rayonner un peu plus grand? Parce que quand tu parles de Shanghai et la Chine, on comprend qu'en termes d'investissement possible pour l'innovation, sky's the limit à peu près, disons-le comme ça. Puis la ressource vient manquer ou le talent vient. Nous, on a comme passé de l'autre côté. On a commencé par être créatif, trouver des façons différentes d'aborder des sujets, d'aborder des projets. Mais souvent, c'est les ressources qui ont de la difficulté à suivre. Est-ce que tu vois une corrélation entre ces deux départements-là? Absolument. En fait, le mot que je cherchais tantôt, c'est que je pense que on est des bons raconteurs d'histoires historiques. On est des bons vendeurs. Ben, pas juste des bons vendeurs. Je pense qu'on a il y a un Robert Lepage, là, pour donner cet exemple-là. Ben, on en a quelques-uns au Québec là, qui sont de reconnaissance mondiale. Puis, que ce soit le Cirque du Soleil ou autre, on en a développé plusieurs. Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, on prend plusieurs des grands réalisateurs dans le cinéma qui ont une réputation internationale. Puis, je trouve ça le fun que tu abordes ce sujet-là parce que, tu sais, beaucoup de gens pensent à l'innovation, ils pensent robotique, nanotechnologie, intelligence artificielle, très intégré, alors que l'innovation, c'est pas juste ça. C'est trouver une façon différente et créative d'aborder certains sujets. Ben c'est les deux, comme tu le dis. Puis, pour revenir à ta question de juste d'avant, on le regarde beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat en ce moment. Excusez-moi, je vais encore prendre un anglicisme, mais sur le scale, la mise à l'échelle ou la croissance, finalement. Je pense que nos enjeux sont plus autour de ça, c'est-à-dire, je pense qu'on a plein de belles pépites au Québec créatives. Le défi qu'on a au Québec qui appartient pas juste à des questions de politique, d'innovation, de R&D, c'est des enjeux d'être capable de déployer les ailes des projets, des initiatives pour être de calibre mondial, de calibre international. Aujourd'hui, là, je me souviens pas si c'est Apple ou Google, mais je vais me risquer à dire que c'est Apple. La technologie de réalité virtuelle augmentée dans les futurs Apple Glass, ben c'est une entreprise québécoise. Oui, c'est VRVana.
C'est C'est ça. Viervana qui Donc, qui a été ça, acheté. on est de calibre, là. Les gens, évidemment, à part nous, personne ne va savoir ça sur la planète, mais l'expertise qui est là est une entreprise du Québec, là. Oui, mais j'avais même rencontré Viervana à l'époque où j'avais mon entreprise de réalité virtuelle, puis j'avais vu au début, avant qu'il soit acheté par Google, puis le fondateur est allé passer il y a 2 ans là-bas au siège social pour aider à déployer tout ça. Tu sais, Apple venait de se porter acquéreur de plusieurs brevets en AI, en VR, en AR aussi, entre autres à Israël, qui sont très agressifs à ce niveau-là. Mais effectivement, ça avait été le casque, en tout cas, du moins la technologie derrière le casque qu'ils veulent lancer vient de Viervana, qui est un casque hybride qui a été développé à Montréal avec beaucoup d'huile de coude. Je vais dire ça Ah comme oui. ça, là. Beaucoup, beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai qu'on rayonne bien à l'international. Dans ton cas, à toi, Stéphane, ton parcours académique, comment on t'a. Qu'est-ce qui t'a amené à être un des cofondateurs, un des membres importants de C2 Montréal, qui a été, à mon avis, un des gros événements innovants et technologiques dans la province de Québec, maintenant on peut dire même au monde. D'où t'es parti pour te rendre là? Ben, essentiellement, le parcours académique, pour faire simple, c'est un parcours assez traditionnel dans les écoles de business, là, ici, finalement, HEC, bac et maîtrise à Montréal. Dans un parcours, en réalité, là, où j'ai toujours senti que je ne... Tu cadrais pas? Ben, j'aime beaucoup mon alma mater, mais tu sais, la devise, c'était j'ai de l'ambition, puis c'était très, on développait des usines, la comptable, puis plein de postes importants, clés en gestion, mais je n'étais pas trop dans le cadre, si je peux dire, ou dans le prototype ou le profil typique. Pour une raison ou pour une autre, je pense que mon bac a été une aventure de m'impliquer dans les comités étudiants, sportifs, balles de finissant, etc. Donc l'événementiel a toujours fait partie de Ben ta oui, vie. j'ai plus appris là que dans les cours. Puis finalement, je pense qu'à la fin de mon bac, j'ai commis une insatisfaction. Puis je me suis dit, je dois être un petit peu, je dois être un peu têtu. Fait que je me suis dit, je vais continuer, je vais faire ma maîtrise. Et là, j'ai rencontré des professeurs qui m'ont vraiment ouvert les horizons, qui ont marqué mon parcours, que ce soit des Omar Actouf, des Thierry Pauchant, des Alain Chanloc, probablement tous des professeurs aujourd'hui qui sont soit à la retraite, soit à la fin de leur carrière. Ce qui m'a lancé après ça dans le domaine finalement de la consultation en management, en stratégie, en innovation. Puis comme je l'ai expliqué tantôt, après un 10-12 ans à faire un peu le tour de cette question-là, fin 2009, début 2010, j'ai eu le goût de prendre un pas de recul puis de dire, OK, ben la prochaine étape pour moi était un peu le prototype de Ulism, l'entreprise que j'ai fondée. Et mon parcours, mon chemin a comme croisé celui de C2 Montréal, que je suivais avant même que C2 devienne un vrai projet. C'est-à-dire, j'étais dans mon ancien boulot, puis quand en chambre de commerce, Jean-François Bouchard venait présenter l'idée de C2 en 2009, en 2010. J'étais dans la salle, puis je me disais, OK, ça, c'est un projet qui m'intéresse. Et finalement, ben, de fil en aiguille, mon prototype startup Ulism est venu croiser le chemin de celui de C2. Et C2 a été finalement une aventure qui devait durer 6 mois, qui a duré 4 ans. Et ça a été en fait la meilleure école pour moi en termes de... C'est un projet de calibre mondial qui s'est fait dans notre cour arrière ici au Québec. Habituellement, il faut aller... je vois tous mes amis là, dans le secteur des industries créatives, on dirait qu'ils ont pris un abonnement à Dubaï ou à Dubaï, Los Angeles, ça se passe partout toujours sur la là. planète, autre que chez nous. Là. Exact. Là, ça, c'est un projet qui était dans notre cour arrière, qui a été vraiment pour le projet ultime que j'avais en tête de Ulism, qui a été vraiment comme une espèce de plan d'affaires pratico-pratique ou un doctorat appliqué qui devait être très court, 6 mois pour leur donner un coup de main à se lancer. Ça a été 4 ans. Puis finalement, tu l'as eu, ton doctorat. On peut t'appeler Dr Martel, c'est ça? Ah non, je vais rester je vais rester avec Stéphane, ça, je pense que ça me convient bien. Mais et là, ça a été la promesse de C2, justement, est un peu de combattre justement le stéréotype que l'innovation et la créativité, c'est juste dans l'industrie créative. Donc, la posture de C2, puis c'était tout le défi de C2, c'était de provoquer cette conversation-là sur l'importance de l'innovation dans tous les secteurs. Ce qui faisait qu'on avait des clients, des participants qui venaient du pharmaceutique, des sciences de la vie, de la construction, du manufacturier, du commerce de détail, des industries créatives, etc. Est-ce que justement, cette création-là de C2 Montréal, est-ce que tu penses que ça a accéléré
l'établissement de plus gros départements d'innovation, puis de recherche, puis de développement dans des entreprises en voyant ce que ces deux pouvaient offrir, à quel point l'innovation était importante, peu importe la branche dans laquelle on évolue. Est-ce que tu penses que ces deux a aidé à cette compréhension-là au Québec? Bien, je pense que C2 a contribué à générer des retombées économiques pour plusieurs acteurs qui ont tourné autour de C2 ou qui ont, je dirais, exploré ou absorbé C2 pour en faire une plateforme de développement, que ce soit autant commercial qu'une plateforme pour faire avancer leurs projets innovants ou que ce soit pour une plateforme pour rencontrer des partenaires, des collaborateurs. Année sur année, on évaluait ça quand même. On avait une analyse de retombées économiques où on allait chercher. En fait, pour le résumer, là, pour $1 de retombées touristiques, C2 Montréal générait environ entre 8 et 10 de retombées économiques. Écoute, je ne savais pas juste l'innovation, mais j'ai vu quand même au fil des ans beaucoup d'entreprises mettre en place une espèce de retraite exécutive pendant C2 pour justement donner profiter de l'événement pour pouvoir donner une espèce d'impulsion supplémentaire à leur démarche sur l'innovation. Puis C2, c'est un élément dans un parcours pas mal plus. C2 n'est pas une firme d'accompagnement, de soutien, ou c'est pas un think tank non plus comme d'autres peuvent l'être. C'est vraiment un moment dans l'année avec une conversation internationale, mais je pense que ça l'a contribué, ça a fait partie de ça. Puis il y a plein d'autres initiatives qui le font aussi, qui sont au Québec ou à l'extérieur du Québec. Je parlais tantôt de Mosaïque, qui a une super école d'été qui dure 2 semaines. C'est beaucoup plus petit que C2, c'est tout le temps une centaine de personnes, mais quand tu ressors de ces 2 semaines-là, t'es outillé. T'es gonflé à bloc, là. Oui, et puis là, t'as comme un roadmap, t'as travaillé sur un projet pendant 2 semaines, etc. Tu reviens, tu veux le déployer. C'est un autre niveau. Mais oui, je pense que ça nous prend ces lieux-là à quelque part. Tu sais, la matière première que ces lieux-là créent, c'est aussi de vulgariser puis de rendre ça concret, des projets d'innovation, puis te permettre de rencontrer du monde, des vrais êtres humains qui le font. C'est l'échange entre les gens qui ont tous un même désir, le désir de soit de changer des choses, soit d'améliorer des choses, puis de se rendre compte que peu importe le domaine dans lequel tu œuvres, les problèmes sont à peu près tous les mêmes. Tout à fait. Ils sont à peu près tous les mêmes, puis il faut juste réfléchir différemment pour essayer de les régler. Mais un entrepreneur, dans peu importe la branche qu'il est, va devoir faire face au même problème. Et c'est ce volet d'innovation-là qui va venir entrer en jeu, qui va lui permettre justement de le faire. Fait que de voir des événements comme ces deux, puis comme Entertainment AI qu'on s'en vient, on va arrêter quelques secondes, Stéphane, parce que je veux qu'on aborde ton nouveau bébé, là, ton nouveau projet qui prend de plus en plus d'ampleur, que je trouve très intéressant, parce que d'arriver à allier technologie, intelligence artificielle et le monde du divertissement, et tout ça sous le monde de l'événementiel en post-pandémie, je te trouvais déjà innovant à l'idée d'avoir juste cette idée-là à ce moment-là. Fait qu'on s'arrête quelques instants, Stéphane, puis on en reparle au retour. Un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. De retour dans Mémoire digitale, toujours avec Stéphane Martel de Ulism, de Entertainment AI, un ancien de C2 Montréal, un ancien de plein d'affaires innovantes qui nous a raconté, encore une fois. Merci d'être avec nous, Stéphane. Très content de pouvoir discuter innovation, puis surtout discuter de la place que l'innovation a pris dans ta vie. Toute ta vie, tu as œuvré de près ou de loin dans l'événementiel. Tu as décidé en 2009 de mettre l'innovation au cœur de ta vie, au cœur de tes choix. Tu as lancé Ulism. Maintenant, tu es cofondateur et producteur délégué de Entertainment AI. C'est quoi Entertainment AI et c'est quoi que tu aspires à faire avec cette bébête-là créative qui vient allier technologie, intelligence artificielle, créativité, divertissement, cinéma? Dis-moi en plus. Ben, Entertainment AI, pour moi, c'est une collision, une conversation entre nos geeks, nos scientifiques, nos chercheurs de l'IA et nos artistes, nos créatifs du divertissement. On aspire, en fait, à ce que ce projet-là soit pas juste un événement. En fait, je pense que c'est ça qui est important à dire en point de départ. C'est un projet, en fait, qui a 3 grands piliers. Le pilier le plus visible, le plus facile à comprendre, c'est que oui, il y aura un grand événement annuel et des événements, si je peux dire, satellites en cours d'année, plus spécifiques sur des thématiques. Oui, il y a une partie événementielle, on s'entend. La deuxième couche d'Entertainment AI, en fait, c'est qu'on parle de cette collision-là, on veut rassembler une communauté
pas juste locale québécoise. On a la chance au Québec, on a un vrai pôle d'excellence en intelligence artificielle. On est dans le top 3, top 5 au monde en termes de concentration et de nombre de chercheurs en analyse de données, en recherche artificielle, etc. Puis on a aussi une réelle expertise dans la créativité numérique, le divertissement, le spectacle, les Solotech de ce monde, les Cirques du Soleil de ce monde, etc. On parle d'expertise, de compétences mondiales, internationales. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, le deuxième volet. Puis le troisième, je complète. Oui. Ben, on veut, c'est pas juste une conversation pour s'écouter parler ou se parler entre nous. On veut que cette conversation-là soit internationale et qu'elle débouche sur des projets concrets. Donc, le troisième volet d'Entertain, c'est d'être un multiplicateur d'opportunités et faire en sorte que, au fil des ans, là, si on se donne on se projette dans 5 ans, ben, on aimerait ça que ce projet-là, en fait, qu'on puisse l'évaluer en termes d'impact qu'il a eu sur l'écosystème IA et divertissement, et pas juste sur un nombre de membres dans la communauté ou un nombre de participants à l'événement. Ou un nombre d'événements. OK, je comprends. Le point qui me frappe, tu as utilisé le terme collision à plusieurs reprises, puis moi, c'est un peu ça que je vois. Je vois la collision entre la science et le divertissement. Qui sont habituellement deux branches, deux verticales totalement indépendantes, totalement différentes, qui peuvent me paraître rapidement difficiles à venir jumeler ensemble. Comment vous voyez justement cet apport-là de la science de données, de l'intelligence artificielle dans un domaine ultra créatif où justement l'essence même de la créativité est souvent générée par l'esprit humain? Comment cette dualité-là, vous la travaillez? En fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a une dualité, puis en même temps, si on regarde un peu les profils sociologiques ou même psychologiques des scientifiques, des chercheurs, des artistes, des entrepreneurs, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de ressemblances. Il y a vraiment dans des univers différents, mais les traits de caractère et de comportement, il y a des choses qui se ressemblent. Donc, en fait, un coup que je dis ça, c'est sûr qu'il y a il y a une raison pourquoi ces deux industries-là aujourd'hui, puis qu'Entertain arrive, existe. C'est des univers parallèles. C'est pas c'est pas des naturels. C'est pas des naturels qui vont se rencontrer fréquemment. Puis là, je dis ça. On pourrait parler, le divertissement, c'est large, hein, et la culture et les arts. D'un côté, on peut avoir les arts de la scène. De l'autre côté, on a le jeu vidéo. Ben, si on regarde le degré d'application de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est très déployé. Là, la technologie et la création, c'est main dans la main. Si on regarde dans les arts vivants, on est complètement ailleurs, on n'est pas à la même place. Donc, je pense que ça va passer beaucoup par des choses, je reviens à des besoins rudimentaires de base de l'être humain qui est de se rencontrer, d'avoir une agora. Tu sais, quelque part, Entertain va être une agora de conversation pour vulgariser. Tu sais, je pense que dans le divertissement aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles technologies dans certains domaines, incluant le IA. Mais il va falloir, on a un gros travail de vulgarisation, d'éducation à faire sur comment le IA peut venir amplifier la créativité d'un côté. Puis de l'autre bord aussi, ben, comment le IA peut venir aider à mieux gérer, administrer des projets créatifs. C'est quelque part établir des modèles prédictifs de gestion des stocks versus établir des modèles prédictifs de vente de billets sous billetterie. C'est les mêmes compétences de sciences de la donnée en arrière. Donc, mais le rendu à la fin n'est pas le même. Là. L'utilisation qu'on va en faire n'est pas la même. Ça. Justement, le volet vulgarisation, le volet éducation, souvent on le sait, pour l'adoption de nouvelles technologies, ça prend du temps. Au Québec, on est en retard par rapport au reste de la planète dans bien des affaires. En marketing, on est 5 à 7 ans en retard sur le reste de la planète. Comment vous abordez justement ce risque-là, parce que appelons un chat, c'est un risque de cette adoption de technologie-là dans le domaine du divertissement, de dire, what, un peu. Est-ce que ça fait partie des risques ou des évaluations de risques que vous avez fait en disant, OK, là, on va mixer la science de la donnée avec le divertissement. Bon, oui, le jeu vidéo, le cinéma, OK, sont déjà plus prêts à implanter de l'intelligence artificielle. Il y a des workflows qui le permettent un peu plus. Là, quand on parle de théâtre, quand on parle de production télévisuelle, quand on parle de téléjournal, quand on parle de littérature, là, on n'est pas du tout à la même chose. Comment vous avez
comment tu vois ce côté réfractaire-là de différents arts par rapport à un projet comme celui-là? Pour moi, le virage vers l'IA, là, il va être aussi significatif que le virage numérique. Ça va impacter toutes les industries, tous les secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le virage numérique est complété au Québec dans les PME? Absolument pas. On a encore beaucoup de papier. Il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a des fax encore, là, je le confirme. Là, juste dans la santé, il y en a encore. Fait que j'imagine c'est des ça. PME. Là. Mais je pense que le virage intelligence artificielle est une vague de la même ampleur. Puis là, on voit des choses comme le Web 3 décentralisé, le multivers, etc. On est à la préhistoire de ça. Ça se peut qu'Entertain AI, on soit un peu en avance sur notre temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que tel. Puis tantôt, quand j'ai expliqué un peu le IA qui vient aider, propulser le divertissement pour amplifier la créativité, c'est juste une partie de l'équation. Parce qu'en réalité, la deuxième partie, là, c'est plus une hypothèse. Tu sais, je pense que le projet est aussi bâti, pas comme un projet de recherche-action, mais où il y a des hypothèses avec lesquelles on travaille avec notre communauté. Tu sais, on est en constante conversation avec la communauté. Fait, au-delà de regarder le lien IA vers le divertissement, on le regarde de l'autre côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, en intelligence artificielle, si on écoute là, nos Yoshua Bengio de ce monde, nos chercheurs sont 10 ans en avance sur ce qui est en train de se développer dans la commercialisation en intelligence artificielle. Donc, on n'est pas bloqué aujourd'hui pour inventer commercialement. On est bloqué sur la compréhension de l'utilisation, je pense. C'est ça, sur le transfert entre la recherche fondamentale versus la mise en application, la commercialisation. Moi, j'appelle ça la vallée de la mort, des fois en entrepreneuriat. C'est le gap la dangereux. Bonne idée, puis à un moment donné, de trouver son market fit. Là, ben, c'est la même chose pour le IA, c'est-à-dire aujourd'hui, quand les cycles sont 10 ans et plus, ben là, on regarde, on dit, OK, est-ce que les compétences de divertissement ne pourraient pas être une des solutions pour aider un passage plus rapide de la recherche vers l'adoption dans le marché? C'est quoi les compétences du divertissement transversal? On en a parlé tantôt. C'est le storytelling, c'est la narration, c'est l'expérience utilisateur aussi, savoir comment interagir et engager une audience. C'est ça, là, on parle des émotions. Donc, cette compétence-là, nous, on pense qu'elle peut être utile au secteur de l'intelligence artificielle pour se déployer plus rapidement. Puis la troisième chose, c'est qu'on se dit aussi, peut-être que de cette collision-là, où un entrepreneur tech d'une solution IA qui rencontre un entrepreneur créatif d'une entreprise de divertissement peuvent peut-être se mettre ensemble et inventer une solution du futur qui va aider à réduire les gaz à effet de serre, à lutter contre le changement climatique, à optimiser une nouvelle solution d'éducation pour les jeunes en situation de décrochage scolaire, etc. Donc, on pense aussi que cette collision-là... L'aspiration n'est pas juste au niveau du divertissement puis de l'aspiration est encore une fois de mettre l'innovation et de permettre ces rencontres-là pour peut-être créer une flamèche puis un Big Bang. Là. Prenons l'image du Big Bang qui a créé l'univers. Donc, que ces rencontres-là qui seront créées grâce à Entertainment AI susciteront probablement cette petite flamèche-là de créativité, et ce, peu importe dans le domaine. Ben c'est ça, on souhaiterait que ça puisse ultimement avoir de l'impact sur tous les secteurs de l'économie. Puis souvent, mes exemples là-dessus, assez simples aujourd'hui, c'est de se dire, puis on a même ces discussions-là entre nous dans les membres de l'équipe de projet. C'est un naturel que les gens de divertissement et les gens d'intelligence artificielle vont se retrouver dans la communauté Entertain AI. Mais est-ce qu'un grand promoteur immobilier, par exemple Ivanhoe Cambridge, ou une grande entreprise du secteur du commerce du détail, pourrait ne pas bénéficier des innovations en divertissement et ou en intelligence artificielle? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais je pense que oui, parce que la majeure partie des innovations ont été développées dans des branches, puis souvent, ils ont été adaptés pour d'autres branches. C'est un peu, en soi, c'est ça l'innovation. Ça tisse sa propre toile, puis ça fait son propre chemin pour rejoindre qui en a besoin rendu là. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent de questions d'éthique, questions d'utilisation, réfractaires aussi au changement. Laure, tu dis, est-ce que vous avez eu des sons de cloche de gens réfractaires à un peu, là, tu ne viendras pas mettre ton intelligence artificielle dans mon processus créatif. Est-ce que c'est des choses qui arrivent dans les rencontres que vous avez en ce moment?
Ben, c'est impossible qu'un projet qui décolle ou une nouvelle initiative, ça ne vient pas déranger un petit peu. Ça Tu vaut pas la travailles peine. peut-être pas sur quelque chose qui va provoquer une innovation. Donc, ça serait faux de prétendre que tout le monde est 100% unanime je veux dire qu'il n'y a Emballé pas par ça, puis qu'il n'y a pas enthousiasmé. d'anxiété pas par rapport au projet qu'on porte, mais par rapport à l'impact du IA, les questions que ça va soulever. Je pense que c'est des questions saines. C'est des conversations qu'on veut intégrer dans le développement du projet, non pas dire ça ne nous concerne pas, bien au contraire. C'est vraiment pour moi une partie prenante de la démarche puis de l'ADN. C'est pas quelque chose qui est à côté. À ma grande surprise, je trouve honnêtement, je trouve le milieu jusqu'à date aujourd'hui en divertissement très ouvert à l'écoute. Là, je pense que la situation pandémique qu'on a vécue pendant 2 ans a amené beaucoup de monde à s'ouvrir peut-être à des avenues qui étaient peut-être moins considérées il y a 2, 3 ans. Donc aujourd'hui, je pense que quand je pense à ces entrepreneurs-là dans les industries créatives, je pense que la plupart d'entre eux sont dans une posture de curiosité pour essayer de voir est-ce qu'il y a une opportunité à venir saisir concrète pour mon entreprise. Je pense que c'est plus là qu'une crainte ou une anxiété. Puis là, je complète avec tout ça. Dans le milieu, dans la communauté, là, on parle d'intelligence artificielle, mais je pense que il y a un autre terme que moi, je préfère à l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence augmentée. Okay. Puis c'est pas juste pour jouer sur les mots. En réalité, il y a tout le temps cette vision-là un peu orwellienne, là, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à des robots, puis qu'à un moment donné, il y a des autos Terminator et compagnie. C'est ça. L'AI surpasse l'humain, puis on est rendu... On peut regarder de Matrix, la même chose, exact. Donc, moi, j'aime mieux, je regarde les grands cabinets comme IDEO, je regarde même des membres de notre communauté comme Beam Me Up, qui est dans le domaine du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle. De quoi ils parlent, ces gens-là? Ils parlent d'intelligence augmentée. Puis c'est pas juste un jeu de mots. En réalité, c'est pour affirmer justement que la machine ne va pas remplacer l'être humain. La machine, à quelque part, va amplifier, aider l'être humain à prendre des meilleures décisions, qu'elles soient créatives ou autres. C'est cette posture-là que nous, on souhaite embrasser et faire évoluer. Je pense que c'est une très belle ligne. J'ai eu la chance de parler avec Michael Camus de My Intelligent Machines, qui travaille en AI, justement, à Montréal, dans le domaine pharma. Puis c'est un peu ça, eux, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service des cerveaux humains pour qu'ils soient tous les deux ensemble plus efficaces. Et non pas en compétition l'un l'autre ou enlever une partie de tâche pour que l'autre la prenne. C'est que les deux ensemble sont plus efficaces et plus performants que les deux indépendamment. Puis tout à fait. Puis on vit quand même une situation, là, justement, à la sortie de la pandémie, où la réalité, c'est que tout le monde cherche de la main-d'œuvre. Dans tous les secteurs, dans toutes les industries, il y a une pénurie. Donc là, je pense aussi que ça va venir un peu changer les postures, dire, OK, il y a des choses que peut-être que dans le futur, il y a peut-être moins d'êtres humains pour faire ce type de boulot-là, ou moins de gens qui ont le goût de faire ça. Puis ça peut peut-être, les tâches un peu plus automatisables, répétitives, être confiées à des systèmes, à des outils d'aide à la gestion des êtres humains. Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir nous parler de Entertainment AI et de ton parcours. Bon succès, parce qu'avec le travail vient seulement le succès, à mon avis, à moi. Donc, bon succès avec Entertainment AI. On va suivre ça de très, très près. Là. Tu sais, je m'implique avec vous. Je vais continuer à le faire. Je crois énormément à ce projet-là. Je pense que la ligne est intéressante. Les gens vont découvrir une panoplie de choses qui s'en viennent pour eux bientôt. Je pense que la communauté scientifique et de divertissement du Québec a de quoi découvrir avec Entertainment AI. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans 3, 4, 5 ans quand on en reparlera en disant, tu te rappelles-tu la première fois qu'on en a parlé? Bon succès, amusez-vous bien, profitez-en bien. Nous, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, assurément. Ben, je te remercie beaucoup, PS. Je te remercie pour ta contribution, collaboration au projet. Puis j'en profite juste en terminant pour aussi, parce que ça n'a pas été mentionné en cours de route, mais je veux juste aussi rendre hommage et saluer on est 8 cofondateurs, c'est important de le dire. Aujourd'hui, je suis pour cette rencontre-là le visage, le porte-parole du projet. Il y en a 7 autres qui sont tous exceptionnels dans ce qu'ils font, qui sont tous des super entrepreneurs. Et un de ceux-ci, d'ailleurs, il dit tout le temps, c'est soit que le futur va nous impacter ou soit qu'on va impacter le futur. Donc, on souhaite que nous, le projet ait un impact sur le futur. C'est à nous de choisir de quel côté on veut être.
Voilà. Merci énormément, Stéphane. On se reparle bientôt. Et Plaisir. pour vous pouvez aller nous voir sur toutes nos plateformes, lanternedigital.com pour les différents épisodes, Spotify, Apple Balado, etc., etc. On est disponible partout, partout. Abonnez-vous. Faites le petit piton like pour nous suivre. Vous aurez les nouveaux épisodes assez facilement pour les découvrir. Et on se revoit bientôt pour une autre mémoire qu'on va digitaliser. Bye.